Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie sur le chapitre des matrices. Chapitre dans lequel nous avons vu en première partie, pour faire un petit résumé, la définition déjà de l'objet matriciel, donc ce tableau de valeurs, le fait de pouvoir additionner deux matrices entre elles, le fait de pouvoir les multiplier ou multiplier une matrice par un réel. La multiplication d'une matrice par un réel n'était pas surprenante, elle se produit comme chez les vecteurs, coefficient à coefficient. L'addition matricielle également. Et elle possède exactement les mêmes propriétés que chez les nombres réels. Le produit matriciel a été un peu plus surprenant, car il a conduit à une découverte qui peut laisser perplexe, c'est le fait que A fois B n'est pas égal à B fois A chez les matrices. Alors en particulier, on parle des matrices carrées, puisque ce seront celles qui nous donneront le plus grand nombre d'applications dans notre programme. Et c'est vrai aussi dans le cas général, sauf exception, A fois B n'est pas égal à B fois A. Regardons un peu maintenant quelques propriétés du produit matriciel pour faire un petit peu le tour de la question. On dit pour tout ABC de dimension cohérente, puisqu'on sait qu'on ne peut pas multiplier n'importe quelle matrice entre elles, nous avons l'associativité. Donc même si la commutativité est fausse, AB est différent de BA, l'associativité, elle, est toujours vraie. A fois B, le tout multiplié par C, est égal à A multiplié par le produit BC. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça nous permet d'avoir un espace des matrices dans lequel on peut travailler d'une manière relativement efficace. Et vous pouvez le vérifier par vous-même en vous posant un petit exemple avec, par exemple, des matrices de dimension 2, matrices carrées. La double distributivité sur l'addition, autrement dit la distributivité dans les deux sens ici. A plus B, facteur de C, est égal à AC plus BC. On peut développer. A facteur de B plus C est également développable en AB plus AC. Donc en ça, on n'a rien de différent par rapport à des nombres réels au niveau de l'associativité ou de la distributivité. Au niveau de la transposée, une petite chose qui peut a priori paraître étonnante, mais que vous vérifierez encore une fois par vous-même sur un exemple pris au hasard, la transposée du produit AB est égale à la transposée de B fois la transposée de A. Et donc bien sûr, n'est pas égale dans le cas général à transposée de A fois transposée de B, du fait de la non-commutativité du produit. Une proposition supplémentaire, pour toute matrice AB de dimension cohérente et pour tout lambda appartenant à K, K étant notre corps, donc nous utiliserons des réels, A fois O égale O, donc une multiplication par la matrice nulle donne la matrice nulle, O fois A égale O également, lambda fois AB égale lambda A le tout fois B, égale A fois lambda B. Donc un réel qui se trouve en facteur d'une matrice peut être dans une succession de produits au sein d'un calcul, peut être déplacé et éventuellement mis devant, à gauche, pour s'en occuper, on va dire, à la fin d'un calcul. Et on le notera tout simplement sans parenthèse, lambda AB. Donc faisons attention à un certain résultat, qui peut être aussi déroutant que la non-commutativité. A fois B égale O peut être obtenu avec deux matrices A et B non nulles. Donc là, on a une autre propriété des matrices qui fait qu'on n'a pas ce qu'on appelle en mathématiques une algèbre, c'est-à-dire que le produit de deux éléments peut être nul sans que l'un des deux soit nul. Il suffit de bien ajuster les coefficients, disons. Alors, un exemple que je vais mettre sous vos yeux, c'est celui-là. La matrice 2 moins 2, 1 moins 1 multipliée par la matrice 2 moins 4 moins 1, 2 est égale à la matrice 0, 0, 0, 0. Donc en gros, il suffit de bien ajuster les coefficients pour que ça puisse fonctionner. Par contre, si vous regardez bien précisément les matrices que j'ai prises en exemple, ce ne sont pas n'importe lesquelles. Elles ont une certaine particularité. La première matrice a une deuxième ligne exactement opposée à la première. Pour la deuxième matrice, la deuxième ligne vaut moins 2 fois la première. Donc il y a un lien entre les deux lignes.
En dimension 2, qui dit lien entre les deux lignes, dit aussi lien entre les deux colonnes. Pour la première matrice, 2 moins 2 vaut exactement 2 fois la colonne 1 moins 1. Pour la deuxième matrice, 2 moins 4 vaut exactement moins 2 fois la colonne moins 1, 2. Cette propriété, qui est présente chez chacune des deux matrices, est une des conditions nécessaires pour que le produit soit égal à 0. Donc ça fonctionne dans certains cas. C'est pour ça que je dis au-dessus en gras AB égale O peut être obtenu avec deux matrices A et B non nulles, mais évidemment, dans le cas général, ça ne sera pas vrai. Par contre, il existe des cas particuliers, comme ce que vous venez de voir. Un deuxième exemple nous fait aller un petit peu plus loin, et pas forcément sur cette constatation, mais sur la relation que l'on peut essayer d'établir, et qui n'est pas toujours vraie, entre les matrices et les nombres réels. L'énoncé de l'exemple 2 est le suivant. Quelles sont les matrices A, 2, 2 vérifiant A carré moins 3A plus 2I égale O? A au carré est une notation qui est tout à fait logique et existante, bien entendu. Il s'agit simplement de A fois A. Alors, ce deuxième exemple, on va le traiter en détail, parce qu'on va s'apercevoir que sa résolution est, on va dire, riche d'enseignements. Je le reprends ici, et on pourrait se dire, mais ça ressemble beaucoup à une équation du second degré telle qu'on en a chez les réels. Après tout, si je pose x au carré moins 3x plus 2 égale 0, ça pourrait être équivalent. Et effectivement, I est la matrice identité chez les matrices, c'est-à-dire l'élément neutre de la multiplication. Or, chez les réels, l'élément neutre de la multiplication, c'est le nombre 1. Donc les deux équations seraient à peu près équivalentes. La tentation, mais la mauvaise tentation, serait donc de se dire, je vais résoudre x carré moins 3x plus 2 égale 0, et ensuite je transfère mes résultats sur les matrices. Ce polynôme du second degré a un discriminant égal à 1, deux racines égales à 1 et à 2, et si je transpose ça aux matrices, ça veut dire que l'unité va se transformer en la matrice I, et que le nombre 2 va se transformer en 2i. Donc je n'ai qu'à dire A égale I, A égale 2i sont les solutions de mon équation matricielle. Alors, est-ce que ce sont vraiment des solutions de l'équation du haut? Il se trouve que oui. Donc j'affiche un petit peu le détail de ce que je viens de dire. En effet, si je prends A égale I, l'équation première de l'exercice me dit A au carré moins 3A plus 2I n'est rien d'autre que I au carré, c'est-à-dire I, moins 3I plus 2I. Et I moins 3I plus 2I, c'est effectivement la matrice nulle. Si maintenant je prends A égale 2I, l'équation devient 4i moins 6i plus 2i, qui se trouve simplifiée en la matrice nulle. Donc effectivement, ça fonctionne. Et c'est une tentation d'autant plus forte qu'elle fonctionne, c'est-à-dire qu'elle nous donne effectivement des solutions de l'équation de départ. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si on a sous les yeux toutes les solutions de l'équation de départ. Chez les réels, x égale 1 et x égale 2 sont les racines de x carré moins 3x plus 2. Chez les matrices, i et 2i ne sont pas les seules racines de a carré moins 3a plus 2i égale O. Quelle est la bonne technique, quelle est la bonne pratique à adopter? Eh bien, c'est de faire une étude clairement analytique. On va poser la matrice A, B, C, D. Et on va reprendre le calcul a carré moins 3a plus 2i. A au carré va donc prendre cette forme-là, ABCD fois ABCD, moins 3A moins 3 ABCD, plus 2i, plus 2, 1, 0, 0, 1. Si je compile tous ces termes en un seul, et que je dis que le résultat doit être la matrice nulle, alors ça implique 4 équations. La première, a carré plus bc moins 3a plus 2 égale 0. Celle d'en dessous, b facteur de a plus d moins 3 égale 0. En haut à droite, c facteur de a plus d moins 3 égale 0. En bas à droite, d carré plus bc moins 3d plus 2 égale 0. Et là, on se dit, c'est franchement compliqué à résoudre. Et en fait, non, pas tant que ça. En dimension 2, on n'a en général pas trop de problèmes pour arriver au bout de la résolution. Et c'est ce qu'on va voir en dessous dans les grandes lignes.
On va s'intéresser bien entendu aux équations qui sont factorisées en premier. Si je vois b facteur de a plus d moins 3 égale 0, ça me donne des indications très claires. Le premier cas pourrait être que b soit égal à 0, ce qui fait fonctionner la deuxième équation. Mais si b égale 0, et que je vais insérer ça dans la première équation et la quatrième, ça me dit que a carré moins 3a plus 2 égale 0, et que d carré moins 3d plus 2 égale 0. Ce qui implique que a et d sont deux racines du polynôme x carré moins 3x plus 2. Or, à gauche, dans notre encadré de tentation, nous avons déjà les solutions. X égale 1 ou 2. C'est-à-dire que petit a et petit d peuvent valoir 1 ou 2. Et ne peuvent valoir que ça. Alors, soit a égale 1, d égale 1, soit a égale 1, d égale 2, soit a égale 2, d égale 1, soit a égale 2, d égale 2. Imaginons que a et d aient la même valeur. A égale 1, d égale 1. Eh bien, j'affiche une des solutions possibles pour la matrice grand A. Petit détail, si a égale 1 et d égale 1, je prends la troisième équation, c facteur de a plus d moins 3 égale 0. a plus d moins 3 n'est pas nul, donc c est forcément nul. Donc on a à la fois b égale 0 et c égale 0. Et donc la matrice qui se trouve être I est une solution, effectivement, de l'équation de départ. Dans l'encadré en rouge tentation, on avait cette solution A égale I. Donc on la retrouve ici. Maintenant, que se passe-t-il si A égale 2 et B égale 2? Si A égale 2 et B égale 2, la troisième équation C facteur de A plus D moins 3 égale 0 impose encore une fois C égale 0, puisqu'A plus D moins 3 n'est toujours pas nul. Donc, on retrouve comme solution la matrice 2i. Mais comme je l'ai dit précédemment, A peut être égal à 1 et D à 2, ou le contraire. Or là, si l'une vaut 1 et l'autre vaut 2, alors A plus D moins 3 vaut 0. À ce moment-là, la troisième équation nous montre que C peut être quelconque. Donc on a deux autres possibilités qui sont celles-ci. Vous pouvez prendre n'importe quelle matrice de type 1, 0, C2 ou 2, 0, C1, elle vérifie l'équation de départ. C'est une solution qu'on avait ratée dans notre méthode rapide de la tentation. Donc attention, ne cédez pas à la tentation. Alors, on a encore ici traité que le cas B égale 0. Mais si C égale 0, qu'est-ce qui va se produire? Si C est égal à 0, cette fois-ci, la troisième équation est d'emblée vraie, mais la deuxième, qui nous dit B facteur de A plus D moins 3 égale 0, nous fait réfléchir aux différentes possibilités. La symétrie du problème entre B et C nous montre que les solutions vont beaucoup ressembler à celles qui sont sous nos yeux en bas à droite. On va retrouver à nouveau les matrices I et 2I, et on va retrouver, je ne les écris pas sur la diapo, des matrices de type 1B 02 et 2B 01. Donc il va se passer la même chose, mais symétriquement. Il y a encore une fois les cas où B et C sont non nuls, qu'on n'a pas encore envisagé. Et comme ça, on aura fait le tour des différentes solutions possibles. Si cette fois-ci B et C sont différentes de 0, tous les deux, alors les équations 2 et 3 nous montrent que forcément A plus D moins 3 doit être égal à 0. Donc A plus D doit être égal à 3. D'autre part, les équations 1 et 4 nous montrent que A et D sont forcément solutions de x carré moins 3x plus 2 plus bc égale 0. Alors, est-ce que c'est compatible avec A plus D égale 3? Une équation de type x carré moins sx plus p égale 0 possède des racines dont la somme vaut petit s, x carré moins sx plus p. Or ici, nous avons x carré moins 3x plus 2 plus bc. Donc petit s égale 3, c'est tout à fait compatible avec la contrainte a plus d égale 3. Donc on peut aller plus loin. On se dit, effectivement, il peut y avoir des possibilités.
Le discriminant de ce polynôme du second degré est égal à 1 moins 4bc. Et là, nouvelle réflexion, pour qu'il existe des racines et donc des possibilités pour A et D, il faut que ce discriminant soit positif. Donc il faut absolument que 1 moins 4bc soit positif et donc que le produit BC soit inférieur à 1/4. Alors, si B et C sont de signes contraires, c'est gagné. Si B et C sont de même signe, attention, il faut qu'en valeur absolue, le produit BC soit inférieur à 1/4. Enfin, même pas en valeur absolue, que le produit BC soit inférieur à 1/4. Moyennant ça, il y a une infinité de possibilités pour B et C qui vont conduire à des solutions A et D dont la somme sera fatalement égale à 3 et qui vont nous faire construire des matrices ABCD qui seront solutions de l'équation de départ. Donc on voit à l'issue de tout ça qu'on est loin d'avoir vu toutes les solutions lorsqu'on cède à la tentation et qu'on identifie l'équation matricielle en une équation réelle. Les matrices ne sont pas des nombres réels. Les travaux à effectuer sur les matrices sont bien plus complexes que ceux à effectuer sur les réels. C'est ce qui d'ailleurs l'an prochain rendra les études des applications linéaires matricielles beaucoup plus intéressantes et productives et beaucoup plus riches en applications que les applications linéaires sur les réels. Une fonction linéaire réelle, c'est une fonction de type f de x égale ax. On ne va pas très loin avec ça, on a une simple proportion entre x et y. La représentation graphique est une droite qui passe par l'origine, ça s'arrête là. Chez les matrices, les applications linéaires nous montrent une foule de possibilités et d'applications que vous allez pouvoir découvrir. On avait évoqué également, dans la première partie du chapitre, la notion de matrice inverse. Si la matrice I est l'élément neutre de la multiplication, ce qui signifie A fois I égale A, alors existe-t-il une matrice notée A puissance moins 1 telle que A fois A puissance moins 1 égale I? Par définition, cette deuxième matrice serait l'inverse de A. Pour calculer l'inverse d'une matrice A, on a besoin de plusieurs choses. Il existe en fait deux méthodes principales, dont l'une utilisera ce qu'on appelle le déterminant de la matrice carrée qui nous intéresse. Alors, ce déterminant, on le voit systématiquement en cours, d'autant plus qu'il n'est pas utile qu'à la recherche des inverses de matrices, mais c'est un petit peu plus large que ça. Regardons un petit peu de quoi il s'agit. L'idée, c'est de calculer un nombre réel, lorsqu'on travaille dans MNN de R, un nombre réel à partir des coefficients présents à l'intérieur de la matrice. Donc on va s'intéresser en particulier à ça, sans même savoir à quoi ça nous servira pour la suite. On va découvrir le déterminant, voir ses propriétés, et s'attarder un petit peu là-dessus. Comment calculer un déterminant lorsqu'on a affaire à une matrice de dimension 1, ce qui est sans grand intérêt? Le déterminant est tout simplement le coefficient qui est présent dans la matrice. En dimension 2, on a une matrice 2 lignes, 2 colonnes. Donc je prends une matrice en exemple, 1, 2, moins 3, 4. Le déterminant de cette matrice, c'est le résultat de la différence des produits en croix à l'intérieur de la matrice. Donc il s'agit de multiplier 1 par 4 et de retrancher 2 fois moins 3. Attention, il faut bien retrancher. Donc attention aux erreurs de signe. Le déterminant de la matrice A, qui se note det de A ou delta de A, ou les coefficients de la matrice entre deux barres verticales, donc 3 notations possibles, est finalement égal à 10 pour cette matrice. Très bien. En dimension 3, les choses commencent à devenir plus compliquées. La logique est toujours celle d'une différence de produit en croix, mais comment faire une différence de produit en croix en dimension 3? Imaginez que vous ayez un travail à faire dans un carré. Comment effectuer le même travail dans un cube? Ça commence à devenir un peu compliqué. Alors, en dimension 3, on peut encore tracer des diagonales et multiplier des nombres entre eux directement. Ça s'appelle la règle de Sarus.
La matrice de départ que je prends en exemple est 1, 3, moins 1, 3, moins 2, 5, moins 1, 5, 4. Pour calculer son déterminant et voir toutes les diagonales existantes dans cette matrice, je vais déplier la matrice, un peu comme je déplierais un cube pour obtenir son patron. Comment est-ce qu'on va faire ici? On va reproduire les deux premières colonnes à droite de la troisième. Et à ce moment-là, on va pouvoir tracer en bleu 3 diagonales dans un sens et en rouge 3 autres dans l'autre sens. Les 3 premières diagonales partent des 3 termes de la première ligne, les 3 dernières des 3 termes de la dernière ligne. Le déterminant de la matrice est égal au produit des nombres rencontrés sur chaque diagonale bleue, additionné bien sûr, retranché par contre des produits des 3 autres diagonales apparaissant en rouge. Alors c'est une méthode qui marche très bien en dimension 3, qui est très rapide et qui peut nous éviter d'avoir recours à la méthode générale que l'on verra juste après. Donc ici, le déterminant vaut, si je regarde bien mes diagonales dans l'ordre, 1 fois moins 2 fois 4, plus 3 fois 5 fois moins 1, plus moins 1 fois 3 fois 5, moins 1 fois moins 2 fois moins 1, moins 5 fois 5 fois 1, moins 4 fois 3 fois 3. Résultat, moins 97. Donc il y a un côté un peu laborieux à calculer le déterminant d'une matrice, mais c'est souvent un incontournable. Moins 97, très bien. Peu importe sa signification, nous savons le calculer. Alors bien entendu, on peut travailler dans une dimension qui est supérieure à 3. C'est pour ça qu'il va falloir que l'on voit notre méthode générale. La règle de Sarrus s'applique en dimension 3, mais est invalide pour des dimensions supérieures, malheureusement. On travaille très facilement en dimension 4 dans des applications physiques, dans lesquelles un point de l'espace de dimension 3 est noté par ses 3 coordonnées, mais sa position peut évoluer dans le temps, par exemple. Et donc on a une 4e variable qui est le temps. Donc on travaille très souvent avec 4 variables en application physique et avec des matrices donc de dimension 4. Méthode générale, c'est la méthode dite des cofacteurs. Alors, voyons un petit peu en quoi elle consiste, et on verra qu'elle peut être très utile et même se substituer à la règle de Sarrus lorsque le cas s'y prête, lorsque les coefficients de la matrice sont un peu sympathiques, on va dire. Je reprends ici un cas très quelconque, donc pas très sympathique, la matrice que j'avais obtenue dans la diapo précédente, dont le déterminant était de moins 97. La méthode des cofacteurs nous impose de sélectionner dès le départ une ligne ou une colonne. Par contre, on a le choix où on veut. Alors, admettons que l'on sélectionne la première ligne. Nous avons sous les yeux 3 facteurs, 1, 3 et moins 1. À partir de ces 3 facteurs, ou pour chacun d'eux, nous allons calculer le cofacteur, c'est-à-dire une espèce de facteur associé issu d'un calcul. En quoi est-ce que cela consiste? Pour le facteur 1, je vais mentalement rayer la ligne et la colonne auxquelles il appartient. Et je vais regarder ce qui reste dans ma matrice de départ. Si je fais ça, ce qui reste apparaît comme moins 2, 5, 5, 4. Donc je vais calculer le déterminant de dimension 2 cette fois-ci, moins 2, 5, 5, 4. Pour le facteur 3, si je raye sa ligne et sa colonne, il reste dans ma matrice 3, moins 1, 5, 4. Pour le facteur moins 1, il reste 3, moins 1, moins 2, 5. Alors, les choses seraient trop simples si le calcul des cofacteurs s'arrêtait là. Il y a aussi une règle des signes à appliquer. Un petit peu comme tout à l'heure dans la règle de Sarrus, certaines diagonales étaient à considérer telles quelles, et d'autres diagonales, en rouge, étaient affectées d'un signe moins. Ici, on a une règle des signes pour les cofacteurs, en fonction de la position du facteur dans la matrice de départ. On appliquera une règle des signes alternée en commençant par plus en haut à gauche. Ce qui fait qu'en dimension 3, ça donne ça. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus.
Comme j'ai choisi de sélectionner la première ligne dès le départ, je vais appliquer la règle plus moins plus à mes calculs de cofacteurs. Ça signifie pour le premier cofacteur que je n'ai qu'à calculer mon déterminant de dimension 2. Moins 2 fois 4, moins 5 fois 5, c'est-à-dire moins 8, moins 25, moins 33. Pour le deuxième, le signe moins apparaissant en rouge va m'imposer de changer le signe du résultat. 3 fois 4, 12, moins 1 fois 5, plus 5. 12 plus 5, 17. Signe moins en rouge, résultat, moins 17 pour le cofacteur. Et enfin, pour le dernier, 3 fois 5, 15, moins 1 fois moins 2, donc moins 2. 15 moins 2, 13. Alors, on a maintenant sous les yeux chacun des trois facteurs et en face, chacun de leurs cofacteurs. Quel est le déterminant de la matrice globale? Eh bien, c'est la somme des produits facteurs-cofacteurs. Autrement dit, 1 fois moins 33, plus 3 fois moins 17, plus moins 1 fois 13. Et le résultat, je vous le donne en 1000, moins 97, comme dans la diapo précédente. En fait, les calculs que je vous ai montrés ici, ils sont, d'une manière déguisée, exactement les mêmes que ceux qui avaient été faits dans la règle de Sarrus, sauf qu'ils n'ont pas été faits dans le même ordre. Mais fatalement, on allait retomber sur le même résultat, bien entendu, heureusement. Alors, pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche, je vais repartir de la même matrice, mais cette fois-ci sélectionner par exemple la deuxième colonne. Qu'est-ce qui se serait passé si on était parti de ça? Les facteurs qui nous intéressent sont désormais 3, moins 2 et 5. Pour calculer leur cofacteur, je dois encore une fois éliminer par la pensée la ligne et la colonne du facteur 3. Donc il me reste 3 moins 1 et 5, 4 dans la matrice de départ. J'élimine la ligne et la colonne de moins 2. Il me reste les 4 coins de la matrice de départ, 1, moins 1 et 4. Et j'élimine 5, ou plutôt sa ligne et sa colonne, et il me reste 1, 3, moins 1, 5. Je n'oublie pas tout à droite la règle des signes. En ce qui concerne la deuxième colonne, la règle des signes sera moins plus moins. Et je fais mes calculs. 3 fois 4, 12, moins 1 fois 5, donc plus 5, 17. Avec un signe moins, moins 17. Deuxième déterminant, 1 fois 4, moins 1 fois moins 1, 4, moins 1, 3. Dernier, 1 fois 5, moins 3 fois moins 1, 5 plus 3, 8, avec le signe moins, moins 8. Et j'affirme encore une fois que le déterminant de ma matrice est la somme des produits facteurs-cofacteurs. 3 fois moins 17, plus moins 2 fois 3, plus 5 fois moins 8. Encore une fois, on retombera sur moins 97. Donc ça fonctionnera évidemment à tous les coups, que vous sélectionniez la première ligne, la deuxième ou la troisième, la première colonne, la deuxième ou la troisième. Alors, cette liberté de choix, justement, elle est intéressante lorsqu'on a des matrices qui contiennent quelque part des zéros. Si, par exemple, dans la première colonne de la matrice, j'avais 1, 0, 0, c'est évidemment la première colonne qu'il aurait fallu sélectionner. Puisque, à la fin, je dois multiplier le facteur par son cofacteur. Si le facteur est déjà nul, je n'ai aucune raison de m'embêter la vie à calculer le cofacteur. Et donc, je n'avais qu'à calculer le cofacteur du premier terme, du premier facteur si vous voulez, et à multiplier ce premier facteur par son cofacteur. Et je sais qu'à la fin, j'ai le déterminant de la matrice. Voilà, donc lorsque plusieurs zéros commencent à apparaître dans des matrices, il est assez intéressant de passer par cette méthode-là. Alors, notamment, bien évidemment, et là on n'a pas trop le choix, lorsqu'on a affaire à une matrice carrée de dimension 4, où là, il vaut mieux avoir quelques zéros pour calculer le déterminant. Parce que vous l'aurez constaté, pour calculer un déterminant de dimension 3, on est ramené au calcul de 3 déterminants de dimension 2. Donc si je monte d'un degré, pour calculer un déterminant de dimension 4, il faut calculer 4 déterminants de dimension 3. Donc croisons les doigts en exercice pour avoir des zéros. Alors je vous rassure, nos exercices en TD ne porteront que sur des matrices de dimension 2 ou 3. On attendra la deuxième année pour avoir éventuellement un passage à la dimension 4.
Une remarque qu'on peut faire finalement, le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses termes diagonaux. Alors ça rejoint ce que je viens d'expliquer sur la présence de zéros dans une matrice. Vous vous souvenez qu'une matrice triangulaire possède des zéros partout d'un côté de sa diagonale. Donc imaginons une matrice triangulaire supérieure. Et donc, en reprenant l'exemple qu'on a sous les yeux, imaginons qu'à la place en bas à gauche de 3, moins 1 et 5, on ait 0, 0 et 0. Le déterminant de notre matrice serait 1, tout en haut à gauche, multiplié par le cofacteur de 1. Le cofacteur de 1 qui ne serait autre que le déterminant moins 2, 5, 5, 4. Sauf qu'on n'a plus 5 tout en bas, on a 0. Et le déterminant de moins 2, 0, 5, 4, eh bien c'est tout simplement moins 2 fois 4. D'où globalement le déterminant de la matrice en dimension 3 vaudrait 1 fois moins 2 fois 4. Et ça peut se vérifier en n'importe quelle dimension. Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses termes diagonaux. Ça va avoir une importance, pas cruciale, mais ça va nous permettre de vérifier un résultat lorsque nous ferons une application à la résolution des systèmes et que nous parlerons de la méthode du pivot de Gauss. Je vous remercie pour avoir suivi ce cours. Je vous donne rendez-vous, bien entendu, sur les commentaires en temps réel, on va dire, pour pouvoir répondre à vos questions, qui, je l'espère, seront nombreuses. Et je vous donne rendez-vous pour une séance de correction de TD d'exercice. Vous trouverez le TD correspondant à cette partie du cours, numéro 2, en ligne sur mon site, bien entendu, comme toujours, https://jff-dut-tc.weebly.com. Merci à tous et au revoir.